Alors, je vous propose de parler d'un autre sujet qui quelque part est pas si éloigné de ça, pendant que les patrons des médias sociaux passent devant le Sénat américain. La tech aux US, elle continue de licencier à tour de bras. Et ce malgré des profits et des valorisations records encore cette semaine en bourse. Selon le site web layoff.fyi, c'est pas facile à dire, plus de 23 000 travailleurs ont été licenciés en janvier. C'est le plus grand nombre de licenciements en un mois depuis mars de l'année dernière. En mars de l'année dernière, on avait eu 38 000 licenciements dans la tech en seulement un mois. Je rappelle que la tech a supprimé plus de 260 000 postes en 2023 et visiblement c'est pas terminé. Je montre là les chiffres des layoffs en 2022 jusqu'à aujourd'hui et on voit que ça s'accélère. Les principales sociétés qui ont licencié, c'est Amazon en tête avec 27 000, 21 000 chez Meta, Alphabet, c'est-à-dire Google et consorts, qui ne licencient jamais, a annoncé 12 000 licenciements, 10 000 chez Microsoft. Enfin, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Un petit mot d'ailleurs sur ces layoffs. Vous pensez que ça va continuer en 2024? Quand tu parles des gros qui font des layoffs, moi je pense qu'ils enlèvent un peu le gras, c'est tout. C'est quand même des boîtes qui ont quand même des dizaines de milliers de gens qui sont jamais posé la question d'optimiser les ressources humaines. Là, l'occasion leur est donnée de le faire, ils prennent l'occasion et ils le font. Oui, parce que par exemple chez Google, il y a 260 000 employés, donc ils en licencient 12 000 sur 260 000. Donc il y a encore du gras, ça c'est sûr. Il y a encore du monde à licencier. Mais comment est-ce que vous expliquez? Alors bon, mathématiquement, on voit que la bourse, elle accueille ces licenciements très positivement puisque leur cours de bourse augmente et leur valorisation augmente au fur et à mesure qu'ils licencient. Ça, c'est assez classique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question d'intelligence artificielle derrière ça? Est-ce que vous pensez que c'est juste une manœuvre économique d'optimisation, ou est-ce qu'il y a un véritable changement des manières de travailler, l'intégration en fait de l'intelligence artificielle dans leur processus, qui fait qu'ils ont besoin de moins de monde? Alors, j'ai pas regardé les comptes en détail, mais je crois qu'on n'est pas encore sur un problème d'automatisation du travail. Le commentaire, il y a 1 an et demi, quand Elon Musk a racheté Twitter et qu'il a viré 75% des gens, on s'est dit, tiens, il a donné le go pour que tout le monde commence à virer. Un truc qui était un peu tabou dans la vallée. On recrutait dès qu'il y avait un vrai talent qu'on voyait passer, on l'embauchait au cas où pour pouvoir lui faire un truc. Et pour aussi l'enlever du marché et faire en sorte que la concurrence ne le recrute pas. Absolument. C'est défensif. Et donc, comme dit Pierre, on a eu beaucoup de gras. Et c'est licenciement, au début, licenciement chez Twitter, c'est ce qu'on s'est dit, c'est on va permettre de virer. Écoute, je crois qu'ici, on est sur un autre phénomène. On est passé de taux d'intérêt quasiment gratuits, on était proche de zéro pendant quelques années, ce qui permettait de emprunter, et toutes les grosses boîtes empruntent de l'argent pour financer des opérations, pour ce qu'on appelle se leverager. Et aujourd'hui, les taux sont augmentés à 6%, 7%, donc on peut pas emprunter aussi facilement. Donc, l'argent qui allait en equity avant, parce qu'il n'y avait pas d'argent en dette, c'est-à-dire que tu n'empruntais pas l'argent, tu n'avais pas un coupon, aujourd'hui, il va dans la dette, on ne l'achète plus en equity. Donc, une manière de remonter l'equity, c'est de la rendre plus attractive. Et donc, en donnant des chiffres et des résultats beaucoup plus attrayants, un earnings per share, pour parler un petit peu de technique, ça permet de de soutenir les cours. Je pense que le phénomène de taux d'intérêt ici joue à fond. Il y a aussi un autre phénomène. Je discutais hier avec des employés de chez Facebook qui me disaient, je leur disais, tiens, le cours de la bourse, suite à l'épisode de Mark Zuckerberg devant le Sénat, Facebook, Meta a perdu moins 2%, et eux, ils s'en réjouissaient. Et ils étaient très contents en fait que le cours de Facebook, de Meta, ait chuté de 2%. Vous savez pourquoi? Parce que là, on est fin janvier, qu'ils vont recevoir des stock options. Parce qu'ils ont leur bonus là cette année. Ils se disaient, mais moi ça m'intéresse que le cours chute en ce moment, parce que ça va me faire plus de stock options à récupérer. Le cours était beaucoup trop haut, etc. Et comme j'ai pas décidé de partir et d'exercer mes stock options, moi si le cours descend, ça me va très bien. Juste pour mémoire, si tu regardes le S&P 500 à 1 ou 2 points près, les 7 premières boîtes, ce qu'on appelle les Magnificent Seven, font 63% de la croissance.
les 493 boîtes suivantes font 3-4 points de croissance, tous ensemble. Donc en fait, c'est la tech qui tire l'ensemble du cours de bourse. Et ces boîtes-là, je te disais à l'instant, voilà, donc je disais, toutes ces boîtes-là, il faut qu'elles rendent le cours plus attractif, d'où les licenciements pour avoir des meilleurs résultats. Il y a un autre secteur qui est fortement impacté par les licenciements, et c'est de ça dont je voulais parler avec vous cette semaine. C'est celui des médias. C'est assez impressionnant. Alors bien évidemment, les chiffres sont beaucoup moins volumineux, mais par rapport au secteur en fait des médias, c'est un peu l'hécatombe. On a l'impression que tous les groupes de presse sont en train de faire le ménage au sein de leur rédaction. Et ça présage rien de bon pour l'avenir du secteur, qui est un secteur qui a toujours autant de mal à trouver son business model. Je vous donne quelques exemples récents. On se rappelle tous de Vice Media qui a annoncé son dépôt de bilan pratiquement, hein, c'est-à-dire que la boîte était valorisée à 5,7 milliards de dollars en 2017 et elle s'est placée en redressement judiciaire et finalement elle a été rachetée pour 225 millions de dollars et elle a encore annoncé une nouvelle vague de licenciements avec presque une centaine d'employés qui ont été touchés. Vox Media c'est pareil. Vox Media c'est la propriété du New York Magazine. Ils ont aussi The Verge qui est un titre très connu dans le domaine de la tech, qui a encore annoncé de nouveaux licenciements là en début d'année, environ 4% de son personnel. Et une des choses qu'ils invoquent, c'est le fait de la baisse des revenus publicitaires et aussi du lectorat. C'est ça qui est assez intéressant. La liste est longue, ça touche même des médias plus traditionnels comme Condé Nast par exemple, qui réduit son personnel de 5%. Il y a environ 300 employés qui ont été licenciés. Alors Condé Nast, on le rappelle, c'est bien évidemment Vogue, mais c'est pas que Vogue. Il y a aussi The New Yorker, Wired dans le domaine de la tech ou Vanity Fair. Là aussi, Condé Nast dit perte de trafic sur les médias sociaux, baisse des revenus publicitaires online. Le Washington Post, pourtant une institution, annonce aussi qu'il va encourager les départs volontaires. Il souhaite supprimer 10% de leur personnel, c'est environ 240 postes. Je rappelle que le Washington Post est un journal qui est détenu, le propriétaire du Washington Post c'est Jeff Bezos, mais ils anticipent une baisse des revenus. Notamment sur la publicité, les abonnements, le trafic. Bref, la liste n'en finit plus. Comment est-ce que vous analysez cette vague de licenciements dans les médias ? Cette vague de licenciements, elle vient de la bataille de l'ancien monde avec le nouveau monde. Un petit peu, je pense, c'est l'efficacité de ces médias-là, parce que leur rôle, comment ils gagnent de l'argent, ces médias-là, c'est capter l'attention et puis vendre de la pub. Alors, au final, comme on parlait de Meta tout à l'heure, c'est exactement ça. S'ils n'arrivent plus à capter ces capitaux aussi bien qu'avant, cet argent-là qui circule pour se faire connaître aussi bien qu'avant, c'est peut-être qu'ils sont plus aussi efficaces qu'avant, ou qu'en tout cas il y a des nouveaux médias qui existent et qui le sont plus et qui attirent davantage les capitaux. Donc ça c'est la première question, la première solution. Puis la deuxième, c'est la question de peut-être de la rentabilité. Avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut être un média avec un iPhone, quoi, versus des médias qui ont des coûts de structure énormes, les médias traditionnels. Peut-être qu'il y a des vrais sujets de production où ils sont plus compétitifs tout simplement, et on peut pas transformer un média qui a ses coûts de structure du jour au lendemain. Je pense qu'il y a une partie de la réponse ici. Donc perte d'audience drastique et coûts de structure absolument colossaux. Donc grosso modo tu perds sur les deux tableaux, quoi. C'est-à-dire que dans ton P&L, ton revenu baisse et tes coûts de structure sont encore très élevés. Donc il y a aucun moyen de pouvoir t'en sortir. Dans The All In podcast, Jason Calacanis s'est expliqué un petit peu le business model de ces médias traditionnels et il donnait quelques chiffres qui sont assez intéressants. Le salaire d'un journaliste aux États-Unis, un débutant, c'est entre 50 et 60 000 dollars. Un senior, il va coûter entre 90 et 100 000 dollars. Plus ensuite, il faut rajouter tout ce qui est overhead, donc bien évidemment les sales, tout le marketing, les coûts de structure, etc., etc. Et il disait, voilà, un journaliste pro, il peut écrire environ 2 stories par semaine, pas plus, quoi, en fait. Et donc, chacune de ces stories, si on prend le coût de son salaire, coûte environ 1 000 dollars. Et avec un CPM de 10 dollars, ça veut dire que chaque story doit au minimum créer entre 100 000 et 150 000 vues pour être à l'équilibre.
Et bien évidemment, ces articles n'enregistrent pas ces audiences-là. Encore, ça voudrait dire qu'en plus, il y a eu l'inventaire publicitaire pour rémunérer en fait cette audience de 100 000 ou 250 000 vues. Et le modèle de souscription, si on prend un prix moyen de $50 par an, ça veut dire que chaque story doit générer entre 15 et 20 abonnements pour être rentable. Donc, en gros, les chiffres, le modèle économique de la presse et des médias traditionnels, il marche pas. C'est exactement ça. Et effectivement, j'ai écouté l'épisode de ce podcast. C'est exactement ça. Le modèle ne marche pas. Et puis, il y a une concentration, en fait, des plateformes d'audience. Donc, c'est ce qui te rajoute aussi, hein, c'est que tout le monde est parti chez Facebook, Google et TikTok, y compris les nouveaux entrants, type Amazon, qui ont une activité pub. Et j'aime bien son commentaire de se dire, tu préfères mettre une pub dans un journal papier ou de le mettre à côté du bouton acheter sur Amazon? Bah oui, bien sûr. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a une autre dynamique dont on a parlé et qui est importante, c'est celle de l'engagement. Tu peux couvrir le même nombre de personnes, mais engager 10 fois moins. Et du coup, c'est ce qu'on voit aussi notamment par le CPM. Pourquoi il y a un CPM élevé ou pas élevé, c'est ta capacité aussi à transformer derrière qui peut te faire fixer ce price-là. Donc, en réalité, je pense qu'aussi les médias traditionnels, au-delà de la couverture, il y a un sujet de la techno, parce qu'on peut pas cliquer sur un bouton et sortir le produit pour l'acheter. On peut le faire sur Internet. Et il y a un problème de puissance de conviction qui n'existe plus. Puis aussi, de manière plus fondamentale, on consomme plus l'information comme on la consommait avant. On lit plus les journaux, on ne regarde plus la télévision. On veut des formats vidéo, des formats courts, des formats précis, ça a beaucoup changé. Donc la façon dont on délivre l'information a beaucoup changé, et eux, ils n'ont pas changé. Pourtant, ils ont essayé, hein. Ils sont passés online, ils ont mis en place des modèles de subscription, mais effectivement, on a l'impression que ils ont plus le trafic, quoi. C'est-à-dire que il y a plus de trafic en fait sur ces sites-là, quoi. Ouais, puis ce qu'ils essayent de faire aussi, c'est que comme ils ont plus le trafic, ils commencent à faire de l'entertainment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'ils savaient faire, ils commencent à se dérouter pour essayer de capter un auditoire, une audience. Et donc, du coup, ils font plus leur vrai métier et ils commencent à dénaturer ce qu'ils savaient faire aussi. Donc, ils deviennent encore plus irrelevant, de mon point de vue. Petite question qui fait écho justement au premier sujet où on a vu ces médias sociaux qui, eux, enregistrent l'intégralité pratiquement du revenu publicitaire sur Internet. Hein. Je sais pas quels sont les chiffres, mais si on met Google plus Meta, je pense qu'ils doivent capter plus de 75% du revenu publicitaire online, rien que ces deux-là. Est-ce que vous pensez qu'un épisode comme celui devant le Sénat ne va pas faire poser des questions aux annonceurs à se dire est-ce qu'on a intérêt à mettre de la pub sur ces plateformes-là ou en fait vous pensez que ça va avoir aucun effet? Tant qu'il y aura de l'audience, il y aura du pognon, c'est tout. J'allais dire, si tu es la version pessimiste, moi je te rejoins complètement, Pierre. Ouais, et puis je pense que c'est très programmatique en fait tous ces trucs-là. Je pense que les annonceurs ils savent même pas où est-ce qu'ils sont. Qu'en fait ils balancent un chèque dans des plateformes d'attribution et ils ont même pas conscience si leur pub apparaît sur Instagram, sur Facebook, sur. Ils deviennent éthiques quand ça leur permet de vendre un peu plus. Ouais. Ils n'ont aucune raison d'être éthiques. J'ai les chiffres, Carlos. Il y a depuis une dizaine d'années un cabinet de conseil à New York qui s'appelle Activate, qui a été lancé par l'ancien patron mondial responsable des médias chez McKinsey, qui s'appelle Michael Wolff. Donc, vous pouvez aller sur activate.com et chaque année, ils font le Technology and Media Outlook. Et donc, les Américains ont des journées de 32 heures en moyenne, 32, parce qu'ils multitâchent. Sur ces 32 heures, ils dorment 6h38. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Ils passent 5h21 par jour à regarder des vidéos. C'est énorme. 1h27 en social media, including social video et messaging. Rien que ces deux activités-là, ils passent plus de temps à faire ça qu'à dormir chacun des jours. Vous pouvez regarder l'étude, il y a 200 pages, il y a plein de data, mais effectivement, on consomme plus pareil, c'est ce que disait Pierre. Et puis en plus, quand tu dis ils multitâchent, qui font qu'ils ont plus de 24 heures, parce qu'en fait ils écoutent un podcast et ils regardent une vidéo en même temps. On a l'impression que ils consomment du contenu partout. Ouais, Pierre. Il paraît même qu'il y en a qui font du vélo et qui regardent des vidéos en même temps et des films en même temps. Exactement. Il paraît qu'il y en a qui font du vélo et qui regardent des vidéos en même temps. Et n'oublions pas qu'aux États-Unis, il y a le transport que l'on n'a pas vraiment en Europe. Le commute qui est énorme. Et le commute qui est énorme. Les Japonais ont ça aussi. C'est pour ça les formats courts sur téléphone en mode vertical. Mais ça prend beaucoup de temps. Et à la gym, un truc qu'on commence à voir nous aussi, où ils regardent également beaucoup de vidéos. Mais moi, ça me pose une question fondamentale qui est comment est-ce qu'on touche les gens? Pour moi, il y a deux catégories de gens. On va être très, très caricatural. Il y a les gens qui sont éduqués et les gens qui le sont moins. Les gens qui sont éduqués, ils ont capacité à formuler des choix, à aller chercher la chaîne qui leur convient,
à se former des opinions, etc. Les gens qui sont moins éduqués, eux, ils avaient accès aux mainstream médias, c'est-à-dire à la télévision, à la radio, aux journaux, aux choses qu'on connaît. Si ces choses-là deviennent, ce que je crois, de moins en moins intéressantes parce qu'elles font de l'entertainment, comment est-ce qu'on va toucher ces gens qui sont moins éduqués et qui sont l'immense majorité des gens? Mais c'est là, YouTube on a un qui vrai touche, problème Pierre. d'information. Tu te trompes, hein, là. Je pense que ces gens-là, ils regardent plus la télé, ils regardent plus les mainstream. Ils sont aujourd'hui sur TikTok et sur YouTube, hein. Pas tous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent rien. Tu regardes les chiffres, ils sont sur YouTube, hein. C'est colossal, hein, le nombre d'heures passées en fait par les gens sur YouTube et notamment sur les nouvelles générations, c'est colossal. Moi, je vous engage à aller dans les transports en commun. En tout cas, ici en Europe, vous voyez, tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde. Et c'est du snacking. Vous voyez le geste, là, il faut comme ça. C'est hallucinant. Oui, mais si tu veux aller dans le fond, c'est-à-dire la question, c'est comment tu remplaces un journaliste du New York Times qui a fait un article de fond, parce que c'est quand même utile d'avoir de temps en temps des articles un peu précis. Là, il faut quand même aller chercher quelque chose. C'est pas en snackant du YouTube que tu vas y arriver. C'était ça mon point. Ouais, attends, on y vient justement, Pierre. Je vais t'amener justement là-dessus. On va à l'occasion d'en parler. Il y a un autre phénomène qui est très important et qu'on voit émerger face à ces médias traditionnels. C'est justement l'apparition de médias individuels. Et c'est pour ça que je voulais que Quentin soit là avec nous, parce qu'il en est la parfaite démonstration. Sont des experts sur des sujets bien particuliers, sur des sujets niches, qui décident de non pas simplement délivrer un service et de proposer un service, mais de devenir en fait finalement leur propre média. Et c'est ce que tu as fait, Quentin, sur le sujet des ventes. Tu as développé une chaîne YouTube, tu produis du contenu qui d'ailleurs est très très bien fait, très bien produit. Les vidéos sont très bien réalisées, etc. C'est assez remarquable. Et donc, on a des médias à part entière qui apparaissent, qui sont super niches, et les gens peuvent désormais aller chercher l'information directement à la source. C'est ça qui est intéressant, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, en s'abonnant à ces chaînes YouTube ou en s'abonnant à ces newsletters, que ce soit sur Substack, sur Medium, etc. Parle-nous un petit peu, Quentin, est-ce que toi tu as vraiment réalisé ce truc-là? Tu t'es dit, est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est le fruit d'une stratégie où tu as compris que on ne lisait plus management ou capital ou je sais pas ce que les gens lisaient en France quand on est un sales ou un marketing guy, mais que on allait vers des médias plus niches traditionnels où des gens comme toi prennent la parole et trustent en fait cette parole sur ces plateformes? Ouais, bah la décision, c'est un mélange. Tu disais, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est calculé? C'est un peu les deux. Finalement, le point de départ, c'est le constat sur le B2C, qui souvent est un peu avant-gardiste sur l'usage des médias, notamment, et la manière d'acheter. Souvent, le B2C est un peu en avant. Et je me suis dit, donc nous on fait du B2B. Je me suis dit, mais ces gens qui nous achètent, c'est aussi des personnes qui vont acheter sur Amazon, qui vont acheter des produits de consommation tous les jours. Comment ils sont captés ces gens-là? Bah, sur des YouTube, sur du LinkedIn ou etc. En tout cas, sur les nouveaux médias. Donc ces gens-là, ils sont là-bas pour acheter leurs produits tous les jours. Ils sont aussi là pour capter de l'info pour leur job. Et donc la partie hasard, pour ma deuxième partie d'explication, c'est que je me suis simplement dit, bah si tu sais pas, laisse-toi 30 jours de moi pour essayer et constater et voir ce qui se passe. Et en effet, et quand tu regardes autour de toi, quand tu es sur YouTube, tu es comme tout le monde, tu consommes ton contenu. Pierre en parlait tout à l'heure, il veut son contenu informé, où il va chercher sa source. Sauf que sur le côté, il va avoir des suggestions de contenu autour. YouTube, l'algo a appris sur Pierre. Et je suis sûr que de temps en temps, bah, il va cliquer sur un truc auquel il s'attendait pas. Et c'est ce mécanisme-là qui va engendrer toute la suite, quoi. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce que tu racontes là, c'est et face aux médias traditionnels, c'est qu'on est véritablement dans un énorme unbundle de l'information. C'est-à-dire qu'on shift effectivement d'un modèle traditionnel où l'information était très centralisée sur des titres qui avaient une énorme réputation, vers un modèle qui maintenant est complètement décentralisé. Je suppose que vous suivez des channels bien particuliers. Personne ne suit les mêmes channels. Et tu as raison de dire, Pierre, que du coup, la seule façon pour les médias traditionnels de rivaliser avec ce phénomène-là, c'est de sombrer finalement dans le sensationnalisme, quitte à perdre effectivement la confiance de leur auditoire. Et je montre là les stats de la confiance des Américains dans les médias traditionnels. Et regardez comment est-ce que ces chiffres ont évolué. C'est juste hallucinant, c'est-à-dire que le trust
a complètement chuté pour les médias traditionnels. Et en plus, c'est assez intéressant parce que ça montre des événements historiques ou d'actualité qui ponctuent en fait ce truc-là. On voit qu'il y a eu une accélération avec l'élection de Trump, avec le Covid et des trucs comme ça qui ont fait que les gens ont de moins en moins confiance dans le mass média. Alors quand on prend les partisans, ça c'est encore pire qu'en fait quand on regarde les républiques et les démocrates. Alors les démocrates ont encore confiance à 58% dans les médias traditionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont plutôt du côté démocrate que du côté républicain. Mais les républicains, c'est 11% de confiance dans les médias traditionnels. C'est assez colossal. Cette courbe, elle est hyper intéressante. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a vraiment une phase pré-95-2000 où il y a un trend qui se dessine extrêmement régulier. Et puis, il se passe un truc à partir de 95-2000 où là, premier changement, en fait, on a des courbes qui se mettent à changer de direction assez régulièrement. Deuxième changement, c'est la violence qu'on n'avait pas vue avant. Ces variations qui sont très fortes. Et puis le dernier, c'est vraiment cette fréquence. Et là, je relie avec le sujet méta et ce qu'on était en train de se dire. Mais pourquoi ça s'excite comme ça depuis 2000? Et moi, je pense que cette confiance, elle s'est érodée en même temps que les nouveaux médias sont sortis de terre avec les géants. Parce que si tu regardes, en fait, 2000, c'est quoi? C'est le début. C'est Google qui a eu 2 ans, quoi. YouTube, c'est 2005. FaceMash, enfin Facebook, Meta, c'est 2003-2004. Twitter, 2006. Et donc, il y a une corrélation entre ces mouvements de courbe, tu vois, 95-2000 et la naissance de ces nouveaux médias qui est hyper forte. Alors, est-ce que c'est un hasard? Moi, je pense pas. Et tu parlais de sensationnalisme. Et de ce qui fait que c'est ce qui fait que ça marche. On dit souvent quand tu as du contenu très polarisant, c'est là que tu as le contenu qui retient l'attention. L'attention, c'est ce que tu monétises. C'est ce qui fait que c'est Facebook qui capte l'argent et pas le Wall Street Journal parce qu'il arrive à mieux capter l'attention des gens. Et je trouve ça assez notable comme différence, tu vois, à 95-2000 droite-gauche, quoi. Pour moi, il y a aussi un truc à dire, c'est que je pense que les gens ont fait l'amalgame entre les journaux et le pouvoir politique. Et c'est pour ça que les républicains n'ont que 11% de confiance, parce qu'ils ne croient pas au fédéralisme et au pouvoir politique. Et je pense que quand on regarde les journaux américains en tout cas, et les médias américains en tout cas, les gros, ils sont tous affiliés à un parti politique d'une certaine manière. Et ils servent la soupe à droite comme à gauche de ces gens-là. Et que donc aujourd'hui, quand on regarde un journal ou un média traditionnel, on a un peu le sentiment d'écouter un politicien. Et comme les politiciens ont perdu énormément en crédibilité, les médias sont tombés avec. Donc pour moi, il y a aussi cette corrélation on a associé bizarrement d'ailleurs les médias au pouvoir politique. Alors bizarrement, en Europe, c'est pas vrai parce qu'il y a une forme d'indépendance quand même qui n'est pas vraie aux États-Unis. Aux États-Unis, les médias sont tenus avec des lignes politiques relativement claires. On demande aux gens quand tu es électeur aux États-Unis, on te demande de déclarer de quel camp tu es, quoi. Est-ce que tu es républicain, est-ce que tu es démocrate ou est-ce que tu es indépendant? Donc effectivement, même les médias ont une couleur. Le New York Times va être plutôt un démocrate libéral et le Fox bien évidemment plus du côté républicain ou Atlantico, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a un autre phénomène, c'est que la vérité est devenue boring. C'est-à-dire que le travail des médias, dans leur définition, c'est de rapporter des faits, et que ces faits sont complètement boring. Ils ont été entièrement commoditisés. Je pense que on le vit tous. C'est-à-dire que avant, on achetait un journal pour avoir la vérité, pour avoir l'actualité, connaître l'actualité. Aujourd'hui, c'est devenu tellement simple. On prend Google et ça vous arrive tous les jours de dire tiens, je veux savoir quelque chose. Je ouvre Google, je fais une recherche dans Google. La vérité, elle ne vaut plus rien parce qu'elle est accessible immédiatement, elle est disponible. Et finalement, les médias traditionnels, ils ne font que leur boulot. Ça a été leur boulot depuis toujours de rapporter les faits et de ne pas suranalyser en fait ces faits-là. Sauf que c'est devenu complètement boring. Ça fait chier les gens d'aller lire la presse traditionnelle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la commission de Bruxelles la semaine dernière et de regarder ça emmerde tout le monde. Et donc je pense que
il y a un truc aussi phénomène comme ça, puisque finalement ces médias alternatifs qu'on trouve sur les plateformes online, et c'est ce qu'on fait sur Silicon Carnet, tout ce qu'on vous dit, nous on lit le New York Times, on lit le Washington Post, on lit le Financial Times, on n'invente rien, on a été chercher cette information, mais je vous le dis, hein, c'est ultra boring. Je passe ma semaine à lire des articles du Financial Times qui sont ultra boring, et vous écoutez Silicon Carnet parce que on vous apporte des faits, mais qu'on apporte une analyse, une opinion sur ces faits-là qui sont beaucoup plus intéressantes que la simple lecture des faits. Donc je pense que y a aussi ce phénomène-là, c'est que les médias traditionnels sont chiants. Est-ce que c'est les médias traditionnels qui sont chiants, ou est-ce que c'est notre niveau d'attention qui a tellement baissé que c'est devenu chiant? Tu vois, il y a un sujet de est-ce que c'est la réalité qui est plus chiante qu'avant, ou est-ce que c'est notre perception de la réalité, ou notre niveau de, tu vois, le niveau de ce qui est chiant et pas chiant vient de se relever? Et moi, j'ai vraiment l'impression que je pense que les gens se disent, j'ai pas besoin des journaux pour connaître la vérité, puisque la vérité, elle est disponible immédiatement sur Google. Donc, je cherche autre chose. Moi, j'ai une autre grille de lecture, qui est pas la même, qui est que le monde est devenu de plus en plus complexe, et que pour informer les gens, il faut expliquer plein de choses. Et que quand tu lis un article dans le New York Times, c'est intellectuellement, il faut un effort, il faut lire, il faut comprendre le contexte, etc. Et ils préfèrent une information, quitte à ce qu'elle soit fausse, qui soit facile à digérer, plutôt qu'une information qui relate de la complexité du monde. Et comme on refuse la complexité du monde, on refuse de prendre le temps de lire un article qui fait 3 pages, mais qui pour autant a besoin de 3 pages pour expliquer ce qu'il veut expliquer. Et pour moi, c'est plus ça. C'est que les gens refusent de lire des choses complexes, ils veulent des trucs à snacker, je crois qu'on l'a tous dit, des choses simples, des choses qu'on comprend immédiatement, et qui expliquent simplement des choses en disant finalement j'ai compris, alors qu'ils ont rien compris. Je pense qu'en effet, on est passé au snacking. Au lieu de consommer dans le temps, on s'asseyait le matin, on mettait une demi-heure, 45 minutes, peut-être 1 heure, à lire le journal et toutes les informations. Mais non, on lit par petites tranches de quelques minutes, tout le temps dans la journée. Donc effectivement, on ne pose plus le temps. Même moi, personnellement, tu vois, je m'assois le dimanche matin avec mon iPad pour lire la presse. Mais je fais plus dans la semaine. Pour faire ce boulot-là, ce qu'on fait nous aujourd'hui dans Silicon Carnet, on a besoin de la vérité. C'est-à-dire qu'on a besoin moi, je ne peux pas faire une émission comme Silicon Carnet sans Wired, sans le New York Times ou sans le Financial Times, qui s'est quand même emmerdé à aller chercher l'information, à la vérifier, et on peut pas développer une analyse et une opinion sans eux. La question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces gens-là perdurent. Alors moi, je dépense, j'ai à peu près 300 ou 400 balles d'abonnement par mois à ces journaux-là, mais ça suffit. Visiblement, ça ne suffit pas. Donc, on a quand même une menace là qui pèse sur nous, c'est que la vérité peut disparaître si ces gens-là ne font plus ce travail-là, quoi. En fait, c'est dingue. Elle peut disparaître ou elle peut apparaître sous un format qu'on connaît moins. Tu parlais de Hugo Décrypte au début, c'est quelqu'un que les gens prenaient pas forcément hyper au sérieux en tant que média d'information. Et par le format, par plein de choses. Et avec le temps, les habitudes ont changé. Il y a des gens qui vont chercher là-bas une source d'information, parce que qui essayent de rester neutre. Il y a des médias autant où c'est la force et les gens achètent, c'est comme de l'information à valeur ajoutée. Ils achètent ce côté opinion. Et il y en a à l'inverse qui utilisent les mêmes codes mais qui cherchent à rester neutres et qui ont réussi à se réinventer, à aller capter cette attention là qui vaut tellement d'argent et qui leur permet de se financer et continuer de dire la vérité. Je pense juste qu'il faut pas attendre à ce que les médias traditionnels continuent de faire leur métier de manière traditionnelle. On veut qu'ils aient leur objectif originel, mais délivré sous un format peut-être un peu différent. Qui ferait qu'ils arriveraient à réintéresser les gens. Tu disais au début que la force en fait de ces médias alternatifs comme toi ou comme nous, c'est qu'on a des coûts de production qui sont très très faibles. Mais on a des coûts de production qui sont très très faibles aussi parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la vérité, l'information, parce que ces organes de presse ont fait le travail à notre place. Hein. Moi, j'ai pas l'intention dans Silicon Carnet d'aller me taper 4 heures de réunion du du conseil municipal de San Francisco, à aller écouter des woke pendant 4 heures au conseil municipal de San Francisco pour vous donner mon analyse sur l'opinion. J'espère que le San Francisco Chronicle fasse le boulot à ma place. Hein. Donc c'est ça. Et Hugo Décrypte, ce que tu me dis là est assez intéressant. Mais si il se dit que lui il va faire ce travail d'aller chercher les faits par lui-même, mais ses coûts de production vont être démultipliés. Hein. Le modèle économique il sera le même que pour les médias traditionnels, hein, pour lui. Hein. C'est vrai qu'un bon journaliste terrain, ça vaut de l'or. Je vais faire une analogie osée avec les espions.
C'est-à-dire qu'avant, on avait des espions qui étaient sur le terrain. Et on avait une information qui était hyper précise. Avec la tech, notamment les Américains, ont enlevé beaucoup de gens du terrain. Et ils ont perdu énormément d'informations. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans tous les pays qui ont besoin d'avoir des espions, c'est qu'on remet des gens sur le terrain. Et l'analogie, c'est avec le journalisme, c'est pareil. Si on se détache à un moment donné du terrain et qu'on essaie de faire ce que font tous ces médias en récupérant ce qui a été fait pour eux, à un moment donné, ça ne marchera plus. Et on doit, à un moment donné, remettre des journalistes sur le terrain, des vrais journalistes d'investigation, dont c'est le métier, parce que c'est un métier. Et si on se sépare de ça, on prend un risque énorme de se détacher de la vérité.